À la une, Amman à son tour touché par la violence. Ce dimanche, une fusillade a éclaté à l'intérieur de l'ambassade israélienne de la capitale jordanienne. Il y aurait 2 morts. À Jérusalem, Benyamin Netanyahou convoque lui un cabinet de sécurité pour évoquer les violences autour de l'esplanade des mosquées. La tournée dans le Golfe de Recep Tayyip Erdogan se poursuit après le Koweït et l'Arabie Saoudite. Il se rend ce lundi au Qatar. Objectif pour le président turc, apaiser les tensions entre l'État pétrolier et ses voisins. Du sport enfin avec la 21e étape du Tour de France sur les Champs-Élysées. La victoire est revenue à Dylan Groenewegen. Mais sans surprise, c'est le Britannique Christopher Froome qui remporte cette grande boucle 2017, la 4e de sa carrière. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 24. On prend donc tout de suite la direction d'Amman où une fusillade a éclaté dans l'enceinte de l'ambassade israélienne. Selon le dernier bilan, 2 Jordaniens sont morts au cours des échanges de tirs. 2 personnes ont également été blessées. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre. Cette attaque contre la représentation diplomatique d'Israël en Jordanie intervient alors que les tensions autour de l'esplanade des mosquées se poursuivent. Des violences qui inquiètent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il se réunira ce lundi. En Israël, Benyamin Netanyahou a convoqué un cabinet de sécurité pour évoquer l'éventuel retrait des détecteurs de métaux autour du lieu saint. Sur place, en tout cas, la tension est toujours palpable. À Jérusalem, la correspondance de Cyril Payen. Il y a eu une dispersion finale sur l'esplanade des mosquées assez violente par un assaut lancé par les forces de sécurité israéliennes, scénario immuable comme tous les soirs, et ces soirées émaillées d'incidents et d'affrontements de plus en plus violents, même au sein de la vieille ville et dans les alentours de l'esplanade des mosquées, mais également dans certains endroits, plusieurs zones de Cisjordanie, comme la ville de Jéricho, ou la ville de Ramallah, tout proche de Jérusalem. Mais c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle maintenant, vous l'avez dit, il y a un cabinet d'urgence de sécurité avec les plus proches conseillers de l'homme dont on parle beaucoup et qui est dans tous les esprits ici, que ce soit en Israël ou du côté palestinien. C'est le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui a réuni donc ses conseillers en sécurité, et toute la nation, et certainement une grande partie, il faut le dire, du Proche-Orient, est vraiment pendu à ce qui va se dire et ce qui va être décidé au terme de cette réunion de sécurité, puisqu'on le sait, à cause de cette pression domestique, cette pression nationale et cette pression internationale avec l'ONU, la Ligue arabe, un certain nombre de pays qui montent au créneau pour réclamer une désescalade, un apaisement des tensions au Premier ministre israélien. Eh bien, on va savoir dans quelques heures certainement, au terme de ce débat interne, si il va y avoir une manière de reculer, donc d'apaiser les tensions, peut-être de revenir quelque peu sur ces nouvelles mesures de sécurisation extrême de l'esplanade des mosquées qui ne passent pas du tout, on l'a vu, du côté des musulmans palestiniens. Le vrai dilemme pour Benyamin Netanyahou, c'est que, il le sait, son armée est favorable à apaiser les tensions. Elle craint, c'est l'état-major qui a dit aujourd'hui, une nouvelle intifada. Ce sont les mots du chef d'état-major de Tzahal, l'armée israélienne qui connaît très très bien le conflit israélo-palestinien, mais l'aile d'extrême droite de la coalition gouvernementale du Premier ministre, l'aile d'extrême droite religieuse, eh bien, il verrait toute reculade comme une manière de céder aux exigences palestiniennes tout à fait hors de question. Donc c'est un gros dilemme qui ne date pas d'hier. Ça fait des jours et des jours que le Premier ministre réfléchit à trouver une issue. Et là, c'est vrai que c'est l'homme sur lequel toute la pression est certainement concentrée. Dans le reste de l'actualité, Recep Tayyip Erdogan se rend ce lundi au Qatar. Une tournée du président turc dans le Golfe débutait ce dimanche avec un double déplacement au Koweït et en Arabie Saoudite. But affiché, apaiser les tensions entre Doha et ses voisins. Et c'est ce lundi que s'ouvrira en Turquie un procès très attendu, celui de journalistes de quotidiens d'opposition Cumhuriyet. Ils sont accusés par les autorités de soutien à des groupes terroristes. Reportage signé de notre correspondante Fatma Kizilboa. À 76 ans, Aydin Engin attend sa première comparution. Éditorialiste phare du quotidien d'opposition Cumhuriyet, il fait partie des 17 journalistes et collaborateurs accusés de terrorisme. Il risque jusqu'à 15 ans de prison ferme. Le gouvernement de l'AKP, ou plutôt Erdogan, dirons-nous, a décidé de réduire Cumhuriyet au silence. D'après les chiffres avancés par les associations de défense de la liberté de la presse, 125 journalistes ont été placés en détention en Turquie depuis que l'état d'urgence y a été décrété l'an dernier. La majorité est accusée par les autorités de faire la propagande de groupes terroristes.
Alors face à la pression, chacun redouble de prudence. On jongle avec les mots. On se dit qu'en écrivant tel mot, on pourrait être poursuivi et puni par la justice. Mais qu'en utilisant tel autre mot à la place, on peut s'en sortir. On est devenus des jongleurs. En signe de protestation, l'Association des journalistes de Turquie a pris une décision inédite. Pour la première fois cette année, le prix de la liberté de la presse ne sera pas remis. Dans un climat où il n'existe plus de liberté de la presse, et alors que tant de journalistes sont emprisonnés, on s'est dit que cela ne rimerait à rien de donner un prix de la liberté de la presse. C'est pour cela qu'on y a renoncé. L'opposition accuse le gouvernement de vouloir faire taire les voix dissidentes en les taxant systématiquement de terrorisme. Des critiques rejetées par le pouvoir qui promet de prolonger l'état d'urgence jusqu'à éradiquer la moindre menace. Direction à présent la Syrie voisine où les djihadistes contrôlent désormais la ville d'Idlib. Ces hommes appartiennent au groupe Hayat Tahrir al-Sham lié à Al-Qaïda. Leur avancée a été rendue possible par l'évacuation de la zone par un groupe rebelle ces 2 derniers jours. À Raqqa, toujours sur le sol syrien, la lutte contre le groupe État islamique continue. Écoutez à ce propos Robert Jones, il est vice-commandant au sein de la grande coalition anti-EI. La libération de Raqqa va porter un coup réellement décisif à Daesh. Cela achèvera la libération de leur soi-disant capitale autoproclamée ici en Syrie. Combiné à la libération de Mossoul, cela sera fondamental dans la défaite de Daesh. En bref, un casque bleu marocain a été tué à Bangassou, une ville située dans le sud-est de la Centrafrique. Il a trouvé la mort dans des affrontements avec des milices chrétiennes, annonce ce dimanche de l'ONU. On en vient à cette découverte macabre au Texas. Sur un parking de San Antonio, la police a retrouvé les corps sans vie de 9 personnes, probablement des migrants. Ils étaient entassés dans une remorque de camion non climatisée. 17 individus ont eux été hospitalisés dans un état jugé critique. On voit tout cela avec Serine Bay. Au milieu de la nuit, sur le parking de ce supermarché de San Antonio, au Texas, les secours ne s'attendaient pas à une si macabre découverte. Dans la remorque d'un camion, plusieurs personnes mortes par asphyxie et une trentaine de blessés. Dans le camion, il n'y avait ni air conditionné, ni eau. La température à l'intérieur était intenable. Les blessés souffrent de sévère déshydratation et d'épuisement. Il pourrait s'agir d'un groupe de migrants clandestins venus du Mexique voisin. San Antonio se trouve à 2 heures de la frontière. C'est un employé du supermarché qui a donné l'alerte. La présence du camion sur le parking lui semblait suspecte. Un homme qui sortait du camion lui a demandé de l'eau. L'employé nous a appelés. En vérifiant la vidéosurveillance, nous avons vu un mouvement de véhicules autour du camion. Des véhicules qui venaient chercher des gens qui sortaient de la remorque. Cela semble bien être un trafic d'êtres humains. Au lever du jour, les policiers n'avaient toujours pas déterminé la provenance du camion. Un homme a été arrêté, probablement le chauffeur. Ce genre de drame s'est déjà produit dans la région. En 2003, 19 personnes avaient été retrouvées mortes dans les mêmes circonstances. Au Venezuela, Nicolás Maduro reste toujours sourd aux appels de l'opposition. Il a annoncé que le scrutin prévu dimanche prochain pour élire une assemblée constituante allait bien avoir lieu. L'opposition dénonce une mascarade et annonce qu'elle va boycotter le scrutin. On écoute le président Maduro. J'exige que l'opposition ait un peu d'honneur et respecte le droit des Vénézuéliens à voter librement le dimanche 30 juillet, sans violence. Je le demande à tous les leaders de l'opposition, non à la violence. Les conséquences de la sécheresse en Italie, dans la région de Rome, les autorités évoquent désormais ouvertement le rationnement de l'eau des lacs. À partir de vendredi prochain, par exemple, il sera notamment interdit de pomper de l'eau dans celui de Bracciano. Explication signée Kevin Battista. SOS Lac. Un appel au secours pour le lac de Bracciano. Ce lac qui alimente Rome en eau douce est au bord de l'assèchement. Le gouverneur de la région annonce une mesure radicale,
des coupures d'eau alternées jusqu'à 8 heures par jour à Rome dès le 28 juillet pour préserver le lac. Le niveau de l'eau baisse depuis des semaines, des mois même. À présent, la situation est vraiment dramatique, dangereuse pour le lac lui-même. Alors nous avons pris cette décision qui sera en vigueur dans une semaine. Pour la maire de Rome, une autre réponse doit être trouvée avant cette échéance. Je suis inquiète. J'espère que tous les citoyens romains auront accès à l'eau, en particulier les hôpitaux, les pompiers et les commerçants. Surtout, j'espère qu'un accord sera trouvé entre la région du Latium et la compagnie d'eau, car nous devons prendre soin de plus d'1 million de Romains. À Rome, il n'y a plus que 28 jours cette année. La capitale n'est pas la seule à souffrir de la sécheresse. En Sardaigne aussi, le niveau des eaux est jugé alarmant. Cette question, à présent, l'état de grâce est-il fini pour Emmanuel Macron? En un mois, le président français vient de perdre 10 points de popularité. Le sondage publié par le Journal du Dimanche lui attribue néanmoins 54% d'opinion favorable. Mais comment expliquer une telle chute? Élément de réponse avec Guillaume Darey. C'est un premier coup d'arrêt pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 54% des Français se disent satisfaits du chef de l'État. Il perd 10 points de popularité en un mois selon le baromètre IFOP pour le JDD. L'affaire du général de Villiers a abîmé l'image du président de la République, mais nous avons aussi des mécontentements qui s'expriment parmi les retraités sur l'annonce de la hausse de la CSG qui va les concerner. De la même façon, des sympathisants de gauche voient d'un très mauvais œil la réforme du Code du travail. Selon l'IFOP, la communication du chef de l'État est aussi critiquée par certains Français. Néanmoins, avec 54% de satisfaits, rien d'alarmant quand on le compare avec ses prédécesseurs 3 mois après leur élection. En 1981, François Mitterrand recueillait 47% d'opinion favorable, 39 seulement pour Jacques Chirac en 1995. Nicolas Sarkozy, lui, culminait à 66% de popularité, 56% pour François Hollande en juillet 2012. Pour Emmanuel Macron, la rentrée chargée en réformes s'annonce comme un moment de vérité en matière de popularité. Je vous le disais en titre, le Tour de France a rendu son verdict. Ce dimanche, la dernière étape a été remportée sur les Champs-Élysées par le néerlandais Dylan Groenewegen. Le favori de cette édition 2017, Christopher Froome, décroche lui sa 4e grande boucle. Le premier français, Romain Bardet, termine lui 3e. Retour sur ces 3 semaines de course folle avec notre envoyé spécial sur la ligne d'arrivée, Benoît Perrochet. Ce qu'on va bien sûr retenir de cette édition 2017, c'est le 4e sacre de Christopher Froome, le 3e de suite, mais sans doute le plus difficile à aller chercher. Souvenez-vous de cette montée dans Peyragudes, dans les Pyrénées, où le leader de la Sky avait été décramponné par Romain Bardet. Aucune victoire d'étape dans cette édition 2017 pour Christopher Froome, ce qui ne lui était encore jamais arrivé. Mais encore une fois, il a pu compter sur une formation, la Sky, la plus forte, la plus homogène du peloton, des équipiers qui ont toujours roulé pour Christopher Froome. Encore une victoire pour le Britannique et il intégrera ce club très prestigieux des quintuples vainqueurs du Tour en compagnie de Merckx, de Hinault, de Anquetil ou encore d'Indurain. Des satisfactions également côté tricolore avec le 2e podium de suite pour Romain Bardet, même s'il y aura forcément quelques regrets pour le leader de la formation AG2R, la mondiale, qui ne comptait que 23 secondes de retard avant le chrono de Marseille. 23 secondes de retard sur Christopher Froome. Malheureusement, ce chrono lui aura été fatal. Il termine à la 3e place derrière Christopher Froome et le Colombien Rigoberto Urán. Et puis 5 victoires d'étape tout de même côté tricolore, dont 2 pour le seul Warren Barguil qui termine meilleur grimpeur avec le maillot à pois de cette édition 2017 pour le Breton de 25 ans. La grande satisfaction pour ce Breton qui est devenu le chouchou du public français. Voilà donc pour cette grande boucle 2017. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain journal, c'est dans 15 minutes sur France 24. À tout à l'heure.